Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce dernier point de marché de la semaine. Nous sommes le vendredi 21 décembre 2017. Alors bonjour à tous, bonjour à vous Bruno, un mot sur l'euro, les bornes du range de l'euro-dollar est très bien. Je vais venir, bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien. Alors bonjour à toutes et à tous, on commence tout de suite par l'avertissement légal sur le risque avant de poursuivre ce webinaire. Alors donc le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors la nouvelle est tombée, les élections en Catalogne ont abouti à l'élection, des élections parlementaires, bien évidemment. Trois différents partis indépendantistes ont été élus avec une courte majorité, 70 sièges contre 135. Alors attention, c'est 70 sièges, c'est sur trois différents partis indépendantistes, c'est pas un seul. Donc pour qu'il y ait une majorité réellement, il faudra que les trois partis trouvent, forment une coalition, tout simplement. Sinon, d'un point de vue individuel, le parti qui a récupéré le plus de voix, c'est le parti centriste libéral Ciudadanos, je ne sais pas si je le dis bien, qui a récolté 25% des voix. Voilà, donc c'est un petit peu ça la nouvelle. L'euro est à l'équilibre. L'IBEX, le futur IBEX était plutôt dans le rouge ce matin. On va voir un petit peu comment il ouvre à l'ouverture des marchés européens. Sinon, la séance américaine et asiatique étaient plutôt dans le vert, comme on peut constater, un Dow Jones, S&P, Nasdaq, avec surtout une performance des valeurs bancaires, comme on peut le voir avec le Dow Jones, plus 0,23%. Le DXY à l'équilibre, le rendement pareil à 10 ans. Et pour ce matin, le yen qui est avec le gold, comme vous pouvez voir, vraiment à plat, hein, moins 0,07 et plus 0,05, donc il n'y a pas vraiment de tendance sur ces deux valeurs. Sinon, le Nikkei et le Hang Seng progressent tout simplement. On passe au calendrier économique. Alors, nous avons eu déjà le PIB français qui a accéléré, comme vous pouvez le constater, lors de la dernière estimation de la croissance du PIB au troisième trimestre. 2,3% contre 2,2%. 10h30, nous aurons la publication du PIB du Royaume-Uni. Viendra ensuite à 14h30 la publication du PIB du Canada qui pourrait s'ajouter. En tout cas, vous pouvez voir que l'estimation c'est 3,5%. Donc après une inflation qui a fortement accéléré le mois dernier, cette statistique pourrait aujourd'hui, cette fois-ci, servir de moteur pour le dollar canadien. Sinon, là, vraiment l'annonce majeure de la journée, si on devait en retenir qu'une, ça serait l'indice PCE Core qui sera publié à 14h30, qui est attendu en accélération de 0,1 point. Voilà, c'est cette annonce-là qui sera importante aujourd'hui à 14h30. Et sinon, nous aurons quelques statistiques comme les commandes de biens durables et ensuite l'indice de confiance du Michigan pour clôturer cette semaine. Voilà, alors bonjour à vous, bonjour tout le monde, bonjour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour François, j'espère que vous allez bien, Gilles que je salue également, Franck, bonjour à tous, XY, tête épaule de dessiné pour la baisse et euro-dollar, tête épaule inversée, alors on va voir ça tout de suite. Par ailleurs, simplement pour vous indiquer que c'est mon dernier webinaire de l'année, je serai absent les 2 prochaines semaines, donc ce point de marché sera oui certes sur de l'intraday, mais on va peut-être passer un peu plus de temps également sur du swing comparé à nos habitudes. Voilà, mais sinon, on commence tout de suite par le DXY, le vif du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. D'ailleurs, pendant ces 2 semaines, j'essaierai d'être un minimum présent sur les réseaux sociaux pour voilà rester présent. Donc n'hésitez pas à discuter, à communiquer ou à me tweeter. Et j'essaierai d'y répondre. Voilà, mais en tout cas, il n'y aura pas de webinaire. Enfin, pas de ma part. Il y en aura ceux du Havre, mais pas de ma part. Je reviendrai le 8 janvier. Bref, le DXY. On a une baisse, comme on peut le constater. Alors, on a une baisse depuis le début de la semaine. Ce matin, ça ouvre avec un petit gap haussier. Bon, on n'a rien de très impressionnant. Concrètement, c'est l'indice PCE que devrait attendre le marché aujourd'hui. Donc, en attendant l'indice PCE, ça devrait rester à l'équilibre entre cette résistance à 93 points et entre le plus bas de la journée à 92-90. Donc, concrètement, pas vraiment de mouvement qui est à attendre sur le DXY ce matin, mais plutôt cet après-midi. En cas d'accélération de l'inflation, ça sera haussier pour le DXY. Alors je ne dis pas qui va venir chercher la moyenne mobile à 50 jours parce qu'on a toujours cette un peu déception du marché concernant la Fed la semaine dernière, mais voilà, si on a une accélération de l'inflation, ça sera un bon signe pour les prochaines hausses des taux. Ça devrait jouer sur la probabilité de hausse des taux, sachant que la moyenne de l'indice PCE depuis le début des années 2000, depuis janvier 2000, c'est 1,7%. D'accord? Donc c'est 1,7% la moyenne
de l'indice PCE depuis le début des années 2000. Donc s'il est à 1,5, ça va se rapprocher de cette moyenne. Et 1,7, ça serait vraiment très très bien d'avoir un indice PCE à 1,7%. Même si la Fed veut 2%, 1,7, ça serait déjà une très très bonne nouvelle. Voilà. Donc si par exemple demain on a un indice PCE aux États-Unis qui est à 1,7%, là je changerai peut-être ma veste sur le DXY et je pourrais pourquoi pas viser au moins la moyenne mobile à 200 jours. Mais tant que cette inflation reste fragile quand même, elle reste quand même très fragile. Cette hausse de 0,1 point se justifierait alors que quand même le pétrole augmente depuis le mois de septembre en flèche et en plus de ça les prix du logement ont encore une fois augmenté au mois d'octobre. Ceux qui ont été publiés hier, il y a une annonce qui a été publiée hier, les indices de logement ont augmenté et pourtant malgré cette augmentation des prix de logement et du pétrole, on a une hausse de seulement 0,1 point. Bon, je ne sais pas si ça va satisfaire le marché pour être honnête avec vous. Donc l'euro dollar sur son pivot 1,1848. Alors à mon avis il va clôturer la semaine près de ce niveau-là. Tant qu'on clôture au-dessus des 1,1848, j'ai envie de dire le sentiment est haussier. Si on clôture en dessous, on a un potentiel repli et selon moi, il faudra attendre un retour à 1,1750 pour payer l'euro dollar. En fait, cette moyenne mobile à 50 jours. Soit on paye la moyenne mobile à 50 jours, soit on paye ce pivot-là. Voilà. Pour viser quoi? Eh bien pour viser l'oblique baissière, puis les 1,20. Voilà, ça c'est vraiment mon sentiment. Alors je regarde les questions. Alors je vous souhaite de bonnes fêtes, nous dit Franck qui m'a écouté. Oui, bonnes fêtes à toutes et à tous. Merci Franck et j'espère que vous en passerez des excellentes également. Raymond qui nous dit également bonnes fêtes. Voilà. Merci à vous Raymond, merci à tous. Tu as droit aux vacances Valentin. Mais écoutez, merci Gilles, merci pour votre accord. J'y penserai. Coupe tout et repos. Eh bien écoutez, je vais tâcher. En tout cas, je vais essayer. Donc l'euro dollar concrètement à l'équilibre aujourd'hui. Maintenant, d'un point de vue swing, moi, il y a des niveaux qui m'intéressent, c'est soit cette moyenne mobile, et c'est ce pivot. Voilà. Mais maintenant, je pense qu'on a le temps. Je pense que l'euro dollar peut clairement revenir à cette moyenne mobile à 50 jours parce qu'on n'a pas de catalyseur qui viendrait affecter le cours d'ici les 2 prochaines semaines. Les discussions sur la coalition en Allemagne, je vous rappelle, auront lieu le 7 janvier prochain, recommenceront le 7 janvier prochain. En Espagne, il y a une coalition qui doit être formée au Parlement parce que certes, on a 3 partis indépendantistes qui ensemble forment une majorité, mais il n'y a aucune coalition entre les 3. Donc pour moi, au Parlement, il n'y a aucune majorité. D'accord, il n'y a aucun parti, il n'y a aucune coalition qui puisse gouverner en ce moment même. Donc on a des discussions en Allemagne, des discussions en Espagne, aux États-Unis, on a le fameux shutdown qui arrive samedi. Bon, concrètement, l'euro-dollar, je pense qu'aujourd'hui ça devrait être plutôt à l'équilibre et qu'à moyen terme, on a potentiellement, à moyen terme, je veux dire plutôt en swing trading, on a potentiellement un repli à 1,18 voire même cette moyenne mobile à 50 jours qui pourrait avoir lieu. Donc pour ceux qui veulent attendre le repli, honnêtement, pourquoi pas, ça pourrait se jouer. Voilà, maintenant, est-ce qu'il faut viser un 15? Est-ce que une cassure de ce pivot remettrait en cause la tendance haussière? Moi, je ne pense pas. Parce que, comme vous pouvez le voir, on a eu certes, là on est dans un, comment dire, on est dans un petit drapeau, vous voyez à peu près. Mais tant qu'on reste au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours, la tendance, elle reste dans le fond haussière. Voilà. Donc il y a différents points d'entrée qui sont intéressants. Ça dépend si vous êtes sur du court, moyen ou long terme. Est-ce qu'on va revenir à moyenne mobile à 200 jours? Honnêtement, je ne pense pas. Maintenant, si c'est le cas, ça sera un excellent niveau, je pense, pour passer à l'achat. Mais bon, honnêtement, je ne pense pas du tout qu'on viendra à ce niveau-là. Sinon, pour ce qui est du GBP, il consolide, pareil, en attendant le PIB du Royaume-Uni publié aujourd'hui à 10h30. Donc selon la publication, alors, qu'est-ce qu'attend le marché? Qu'est-ce qu'attend le consensus? PIB 1,5%, donc inchangé pour cette dernière estimation du PIB du troisième trimestre. Donc 1,5%, ça reste quand même faible. Certes, c'est mieux qu'au deuxième trimestre, mais ça reste faible. Donc si on a un retour aux alentours de ce niveau de prix, des 1,3250, vous voyez, eh bien ça serait, je pense, d'un point de vue technique, un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Pourquoi? Parce que bah voilà, mon biais, comme vous le connaissez, il est plutôt baissier ou dans le meilleur des cas neutre sur le DXY, vraiment dans le meilleur des cas, alors que sur l'euro, on a quand même des chiffres macroéconomiques qui sont en forte augmentation. On a du tapering de la part du BCE qui commence avec une réduction du QE, je vous rappelle, qui a été divisé par 2, qui à partir de janvier, le montant du QE par mois, ça sera de 30 milliards, alors que actuellement c'est de 60 milliards. Donc on a quand même une fin de politique monétaire accommodante qui arrive, et donc le marché, je pense, devrait commencer à intégrer au prix
même s'il a déjà fait au début de l'année 2017, il devrait continuer à pricer l'euro dans le fond. Pour ce qui est de la livre sterling, on a plutôt, d'un point de vue du Brexit, un opinion, enfin, on a le sentiment que ça va plutôt être un soft Brexit, avec l'Union européenne qui a accordé un délai rallongé pour les négociations jusqu'en mars 2020, quelque chose comme cela, avril ou mars 2020, je ne me souviens plus exactement. On a la BOE qui augmente ses taux et qui, bon, je ne pense pas qu'elle va augmenter au même rythme que la Banque du Canada ou que la Fed, mais disons que une à deux hausses des taux déjà de la BOE l'année prochaine serait déjà une bonne nouvelle. Ça soutiendrait dans le fond la livre sterling. Donc concrètement, on n'a pas vraiment de facteur en 2018, à part si le Brexit tend vers les négociations tendent vers du hard Brexit. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je pourrais passer baissier sur la livre, mais tant que le sentiment c'est un soft Brexit et que la Banque d'Angleterre, tant qu'il y a une inflation qui est supérieure à 3 égale ou supérieure à 3%, moi je resterai haussier sur le GBP. Donc voilà. Et face à un DXY qui est neutre, eh bien ça fait une légère tendance haussière à l'image de ce qu'on a depuis le début de l'année. Vous voyez. Donc concrètement, si on a un retour à ce niveau de prix-là, ou bien même à la moyenne mobile à 200 jours, ça serait des niveaux de prix très intéressants, je pense, pour passer à l'achat. Mais regardez déjà cette oblique haussière en bleu qui vient attraper tous les plus bas depuis le mois de mars, n'a pas été dépassé. Donc, vers ce niveau de prix, d'un point de vue purement technique, ça pourrait se jouer. Pour ce qui est du NZD, alors un NZD il consolide autour de 0,70. Alors moi j'ai pas grand chose à dire sur le NZD USD honnêtement, on a des statistiques économiques qui sont bonnes mais sans plus. On a toujours cette élection, comment dire, euh, au gouvernement qui avait eu lieu en septembre, me semble-t-il, en septembre, qui comment dire inquiète un petit peu les marchés. Donc c'est pour cela que le dollar néo-zélandais reste un peu sous pression. Maintenant, écoutez, moi je pense qu'il y a un potentiel aussi jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours à moyen terme. L'USD CAD, alors clôture en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, c'est le fameux signal que attendaient certains pour rentrer. Donc là, on a un signal baissier. On a un signal baissier. Alors pour la plupart, moi j'ai supprimé les lignes parce que je me souviens plus, j'ai écrit un article ou alors j'ai publié sur l'USD CAD hier sur Twitter et bon, c'est quand même un peu compliqué de mettre des lignes, enfin, trop être explicite sur Twitter. Mais bon, du coup, l'USD CAD clôture au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, c'est un signal baissier qui pourrait se prolonger jusqu'à 1,25 à terme, à condition bien évidemment que le PIB du Canada accélère cet après-midi. Enfin, la publication de cet après-midi affiche un taux de croissance plus fort que lors de la précédente publication. En tout cas, dans le fond, moi, comme vous connaissez, mon opinion, il est haussier sur le dollar CAD, tout simplement parce que j'estime que la Banque du Canada, les statistiques sont vraiment fortes. Comme vous pouvez voir, comme vous le savez, il y a eu deux hausses des taux de la Banque du Canada, une en juillet, une en début septembre, et malgré ces deux hausses des taux, on a une inflation qui est à 2,1%, 2,1% au Canada le mois dernier. Et l'IPC Core, même l'IPC Core est à 1,5%. D'accord? Donc, ce qui est quand même une inflation d'un point de vue global, d'un point de vue mondial, ça reste une inflation quand même assez élevée parmi les G8 les pays G8 du Forex, pardon. Donc voilà, pour moi, il y aura une hausse des taux de la Banque du Canada au premier trimestre et je pense que le marché n'a pas encore totalement pricé parce que comme vous pouvez le voir, la dernière hausse des taux c'était mercredi ou jeudi 7 septembre et vous pouvez voir depuis, on n'a pas eu de baisse du CAD. Enfin, on n'a pas eu de hausse du CAD, mais on a eu plutôt une baisse parce que ça a augmenté. Si on a eu le USD qui augmente, c'est-à-dire que le CAD se déprécie face au dollar. Vous pouvez voir que depuis, on a une consolidation là. Donc, ceux qui veulent attendre un autre signal baissier, là, vous pouvez voir qu'on a un range. Alors, je vais le mettre un peu plus, de façon un peu plus explicite peut-être, en violet. Non, en violet, ça va pas être assez bien. On va mettre en bleu. Voilà, là, on a un range. On a un range. Donc le dernier signal vraiment de vente pour moi, ça serait cette cassure du canal. Mais bon, moi honnêtement, je suis, comme vous le savez, j'avais déjà émis le signal baissier vers ce moment-là, donc voilà, pas besoin de vous le réaffirmer. Mais personnellement, moi je pense que le dollar CAD peut continuer à faire pression sur l'USD, direction les 1,25 à moyen terme. Et pour ce qui est du CAD yen, qu'on a indiqué hier, eh bien écoutez, direction les 90 face à un yen qui est plutôt neutre ce matin comme on l'a vu, et on a eu des yens également qui est qui est assez bullish et qui selon moi atteindra les 88 donc comme vous le savez d'ici les prochaines semaines. Voilà, l'AUD qui est soutenu également par le cours de l'or. Cours de l'or, on peut voir qu'il est sous résistance. Il est sous résistance, mais la tendance comment dire de fond elle est haussière. Déjà depuis le début sur un an. Si on regarde sur un an glissant, quand même, le
le gold prend 9%. Regardez, on va se mettre propriété des prix, échelle relative, pourcentage, et on va se mettre au 1er janvier. 10%, vous voyez, 10% le gold, donc ce qui est quand même un rendement assez important. Donc voilà, personnellement, moi, le cours de l'or, je suis plutôt bullish. En plus de cela, on n'a pas eu, comme vous le savez, au niveau de la Fed, on n'a rien eu de nouveau par rapport tant au communiqué avec les fameux dot plots que le discours de Janet Yellen. Donc concrètement, le marché est resté sur sa faim. Donc il n'y a aucun, personnellement à mon goût, il n'y a pas de catalyseur qui pourrait justifier une hausse du DXY pour le moment et donc une baisse du gold. Voilà. Le marché avait déjà pricé la hausse des taux de la Fed. En décembre de l'année dernière, on avait eu, bon là c'était un peu plus excessif parce qu'on avait eu le fameux Trump rally, comme vous le savez. Mais vous pouvez voir que le Trump rally, finalement, il avait été retracé en l'espace de quelques mois. Donc déjà, cette baisse qui était la baisse due à la spéculation du marché quant à une hausse des taux de la Fed, mais vous pouvez voir que, à mon goût, je pense qu'il va clairement être retracé d'ici les prochaines semaines. Donc le cap pour le cours de l'or, c'est, je dirais, 1295, 1300 d'ici les prochaines semaines. Il faudra être patient, mais d'ici les prochaines semaines, ça sera ce niveau de prix. Et une opportunité d'achat, pour moi, c'est un retour à 1950. Ouais, et donc l'AUD, c'est haussier. La moyenne mobile à 200 jours, l'objectif du début de semaine a été atteint. Vous voyez qu'on a eu une hausse, consolidation, une hausse. Dès lors qu'on aura une clôture journalière au-dessus de cette moyenne mobile, ça sera un second signal haussier, direction les 50% de retracement, c'est-à-dire à 0,7813. Voilà. C'est ce prochain niveau qu'il faut surveiller. L'euro GBP, toujours la même chose. Concrètement, pour les prochaines semaines, c'est ça qu'il faut jouer. C'est toujours ce range, peu importe si vous avez des zones d'excès, tant que sur le point de vue hebdomadaire, on clôture pas en dessous des 0,8750 ou qu'on clôture pas au-dessus des 0,90, c'est un range trading qui est en place. Donc voilà, la stratégie c'est clairement de payer le support et devant la résistance, tant que l'euro GBP reste dans cette configuration. Je pense que le GBP va être sous-performant par rapport au dollar, malgré un dollar qui ne serait pas extraordinaire et un euro GBP récupérer ses plus hauts. Pourquoi Franck? Alors, pourquoi pas Ça honnêtement, moi c'est mon point de vue. Dites-moi un peu plus pourquoi vous pensez que le GBP ne va pas sous-performer ou que l'euro GBP va revenir à ses sommets, donc aux alentours des 0,94, j'ai l'impression. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre point de vue. Donc voilà, François, pour la question sur l'or, moi écoutez, l'or j'ai plutôt un sentiment haussier direction les 1295. En termes de stratégie, s'il y a un retour à 1250, ça pourrait être un point d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Alors faudra revoir à ce moment-là les catalyseurs, si on n'a pas voilà, faudra revoir un petit peu le contexte fondamental. Si par exemple on a une inflation américaine qui augmente fortement là faudra revoir. Mais au constat actuel, avec l'économie actuelle et les chiffres actuels aux États-Unis, pour moi, le cours de l'or, il se paye. Voilà. Donc si on a un retour à 1150 avec l'environnement macro actuel, il y a des chances que 1150 soit un très bon point d'entrée pour passer à l'achat. L'USD Yen, alors l'USD Yen, on peut voir qu'on a une belle prise de bénéfice aux alentours des 113,50. Donc c'est cette zone de résistance, 113,50. On peut voir c'est même 113,65 où le cours a parfaitement été rejeté. Donc voilà, concrètement là c'est pareil. À l'image de ce qu'on avait sur l'euro GBP, là c'est un petit peu plus large, mais c'est sur l'USD Yen. Et comme vous pouvez le constater, alors on va se mettre en marron, voilà. On a un fameux range trading qui est en place. Et donc pour moi, voilà, c'est au moins jusqu'à moyenne mobile à 200 jours, voire même en bas. Tant que ce range tient, pour moi, d'un point de vue technique, en tout cas les règles de l'analyse technique suggèrent qu'il faut trader le range. Maintenant, si demain on a sur le graphique hebdomadaire une clôture au-dessus des 114,50, dans ce cas-là, pour mettre en place des stratégies haussières jusqu'à 117. Mais tant qu'on n'a pas cette clôture hebdomadaire au-dessus de 114,50, les stratégies haussières pour moi devront être assez limitées, surtout sous résistance. Encore si vous achetez la moyenne mobile à 200 jours, bon pourquoi pas,
pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue moyen terme, concrètement, ici ça se vend et ici ça s'achète. Tac, tac, tac. Alors, je pense qu'on a fait le tour des paires majeures. Alors, j'ai voilà, USD Yen. Est-ce qu'il va venir à 114? Honnêtement, peut-être. Peut-être. Honnêtement, ça va dépendre de l'indice PCE déjà cet après-midi. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de catalyseur. Enfin, j'ai du mal à voir pourquoi il atteindrait 114. Alors oui, c'est possible, mais maintenant, j'ai du mal à vous le dire avec conviction, François. Euh, Voilà. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Honnêtement, moi, ce que je constate, c'est que le cours peut tout aussi bien reculer sous les 113,60 que sous 114. Donc, si j'avais une stratégie acheteuse et je n'avais pas pris mes bénéfices 130, 113,60, eh bien, je les reprendrais à ce moment-là. Voilà, je n'attendrai pas 114 parce que je ne serais pas certain que le cours atteigne ce niveau de prix. Regardez ici, le cours n'a pas atteint 114. Et pourtant, entre ce moment-là et ce moment-là, on n'a pas grand-chose qu'à changer en termes fondamentaux. Donc voilà, François, honnêtement, 114, pourquoi pas, mais bon, honnêtement, je ne veux pas vous le dire avec conviction. Franck me dit, avec un Brexit assez doux, ne favoriserait pas selon moi le GBP qui ne serait pas stable. Ce n'est que mon avis et les autres monnaies contre en profiteront d'un point de vue fondamental et l'analyse technique sur le GBP laisse penser à un retour à la hausse. Alors, un soft Brexit, concrètement, ça devrait être plutôt haussier pour le GBP. C'est un petit peu ce qu'on a là. Depuis le printemps, c'est plutôt un soft Brexit qui se dessine. Et vous voyez que depuis que ce Brexit se dessine, le cours est inscrit dans différents canaux haussiers. Alors qu'avant, c'était plutôt un hard Brexit qui était en vue. On a eu le point bas le 9 octobre dernier. 2016 pardon. Voilà, c'était vraiment, je ne dirais pas la panique, mais on avait déjà, c'était un plus bas depuis 1985, je me souviens. Donc à ce moment-là, on avait plutôt une période de hard Brexit, et là on a un soft Brexit qui est en place. Donc voilà, concrètement, moi je pense qu'un soft Brexit sera plutôt bullish pour le GBP. Alors je ne dis pas que le GBP va revenir à 1,5, mais déjà s'il reste dans ce canal ascendant, ça serait déjà bien. Donc à terme, pourquoi pas d'ici les prochains mois revenir à 1,40. Ça me semble tout à fait possible. Voilà. D'autant plus que si l'inflation continue d'accélérer au Royaume-Uni, on aura très rapidement de nouveau la spéculation de la part du marché. Alors l'IBEX, c'est un petit peu l'actif de la journée. Vous pouvez voir que l'IBEX, on a eu du mouvement sur le futur ce matin en regardant en une minute. En une minute, bon, là il n'y a pas trop de liquidité, donc on va se mettre en 5. Ouais, qu'en 5 minutes, ça a été un petit peu ce matin un petit peu sportif. Mais on peut voir que ça retrace, donc concrètement, pas vraiment de risque. On peut le voir en Catalogne. Si on a un retour à 10 000, eh bien écoutez, ce sera un nouveau point d'entrée intéressant pour ceux qui ne sont pas à l'achat. Et pour viser ensuite les 10 500, voire même 11 000. Mais concrètement, je pense que vu la situation en Catalogne, eh bien ça devrait, l'IBEX devrait rester plutôt à l'équilibre. En plus de cela, les discussions en Allemagne sont également figées. Donc voilà, je pense que les indices européens vont rester en consolidation pendant ces 2 prochaines semaines parce que, eh bien, les discussions en Allemagne reprendront dans 2 semaines. En Espagne, on n'a pas encore de date de prévu. Mais donc concrètement, en termes d'arguments, de catalyseurs, entre aujourd'hui et la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait changer. Donc pourquoi les indices européens iraient chercher des nouveaux leur précédent sommet? Voilà, je ne sais pas. Honnêtement, je ne vois pas comment ils pourraient venir chercher, par exemple, le CAC les 5500 points ou l'Eurostoxx les 3700. Donc concrètement, je pense que pendant ces prochaines semaines, on va avoir cet Eurostoxx 50 qui va rester, voilà, dans ce range. Donc prudence, patience, seront les mots-clés, je pense, pour ces 2 prochaines semaines. Que ce soit sur l'Eurostoxx, le CAC ou le DAX. Voilà, le DAX, encore une fois, si on a un retour à la moyenne mobile à 200 jours, c'est encore une fois ces niveaux-là que je surveille. Mais que ce soit le DAX, le MIB, le CAC, peu importe, la moyenne mobile à 200 jours, c'est des niveaux de prix qui sont intéressants pour du moyen long terme. Pour l'IBEX, on peut voir que le cours est en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours, ce qui montre bien qu'on a clairement une sous-performance de la part de l'indice espagnol. C'est pour cela que les 10 000 points se payent. Vous voyez que, souvenez-vous, au surlendemain du référendum catalan, les 10 000 points ont été légèrement enfoncés, mais le lendemain, paf, c'est reparti. Et ici, c'est pareil, je me souviens plus exactement ce qui s'était passé. Ah, c'était la réforme fiscale avec la réforme fiscale américaine, la pression. Souvenez-vous, c'était avec cette baisse qu'on a eu sur tous les indices. C'était pas propre
à l'Espagne. Mais donc du coup les 10 000 ont été sauvegardés. Donc à part si on a réellement un risque que la Catalogne devienne indépendante, après ça c'est un point de vue personnel, hein. Chacun a son opinion là-dessus, mais sinon d'un point de vue technique, les 10 000 on peut voir qu'ils semblent assez solides. Donc pourquoi pas l'acheter sur du moyen long terme. Déjà si vous achetez les 10 000 avec un stop par exemple, part du principe qu'on met un stop en dessous du plus bas, donc c'est un risque de 120 points, et on vient chercher par exemple les plus hauts, pour du moyen long terme, 1240 ça fait un ratio risque rendement de 10. Alors certes, oui, il faudra du temps, ça ne se fera pas en quelques mois, en quelques semaines ou en quelques mois, mais ça se fera plutôt en espace de trimestre, je pense. Donc voilà, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Catherine qui me dit bonjour Valentin, peut-on avoir un objectif sur l'or? Eh bien alors, à moyen, long terme, court terme, alors l'or, moi comme je l'ai dit, à moyen long terme, je pense qu'il peut clairement revenir à 1295. 1295. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on avait le marché qui commençait réellement à intégrer la hausse des taux de décembre. Et donc, on peut voir qu'on a eu cette baisse. Et donc, je pense que le marché peut retracer l'intégralité de cette baisse. Donc, il peut revenir clairement à 1190. Et d'un point de vue fondamental, je vous l'ai dit, il n'y a aucune caractéristique qui a changé entre la réunion de la fête de décembre que la réunion de septembre. Donc, voilà. Honnêtement, il n'y a pas de catalyseur qui justifierait une baisse. Donc à court terme, on a une résistance forte entre 1270 et le prix actuel, qui correspond à un retracement de Fibonacci, mais également à la moyenne mobile à 200 jours et 50 jours. Mais en cas de dépassement de ces deux moyennes mobiles, ça sera un signal haussier, direction les 1300 à peu près. Que se passe-t-il avec le Bitcoin? Eh bien, prise de bénéfice sur le Bitcoin, on a quelques problèmes. Alors, j'ai des questions sur le Bitcoin, donc je vois que c'est pas la première, donc je vais pas m'attarder dessus, mais bon, généralement, je réserve que pour le webinaire spécial crypto-monnaie. Mais qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin en ce moment? Tout simplement, on a une blockchain qui n'est plus assez fluide. On a trop de demandes sur la blockchain, ce qui rallonge les délais de transaction, ce qui augmente les coûts de transaction. Imaginez que maintenant un transfert en Bitcoin c'est 15 dollars. C'est quasiment le même prix qu'un transfert en Swift. Donc tout l'avantage du Bitcoin qui était quasi d'instantané et pas cher, eh bien perd de ses caractéristiques parce que voilà, il n'y a pas de mise à jour de la blockchain à cause d'une scission, de plusieurs scissions pardon dans la communauté. Donc voilà, le protocole du Bitcoin, la blockchain sur laquelle fonctionne le Bitcoin est inchangé depuis plusieurs mois, alors que sa popularité augmente, hein, vous avez pu le voir, tout le monde en parle. Maintenant, le Bitcoin, c'est peut-être le mot le plus recherché sur Google en 2017, je ne sais pas, mais en tout cas, ça doit être un des plus recherchés. Donc, vous doutez bien que le protocole qui fonctionnait très bien il y a un an, avec la popularité actuelle, ne peut plus fonctionner aussi bien. Et l'absence de mise à jour, de réelle mise à jour, eh bien, rend la blockchain plus assez fluide. Et donc on a pas mal de problèmes qui commencent à venir depuis la fin du mois de novembre, début décembre, sur ces problèmes de transaction, sur ces coûts et sur ces délais. Et donc forcément on a des questions qui se posent. La communauté commence à se diviser, c'est pas nouveau mais bon. Voilà, différents critères qui impactent le Bitcoin. Mais sinon, d'un point de vue technique, moi ce que j'ai pu constater, c'est que les différents retracements qu'on a eu depuis le début de l'année. Vous pouvez voir que cette impulsion haussière, le cours a retracé 61,8. Après, on a eu une autre impulsion haussière, retracement de 61,8. Impulsion haussière, retracement de 50%. Et là, on a une nouvelle impulsion haussière. Et là, on retrace entre 50 et 61,8. Donc là, concrètement, d'un point de vue technique, seulement technique, je dirais qu'on est sur un niveau de prix peut-être intéressant pour passer à l'achat. Au vu des derniers retracements. Vous voyez, 61,8, 61,8, 50. Donc là, on est entre 50 et 61,8. Donc potentiellement, point d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Mais bon, encore une fois, il y a aussi une analyse fondamentale qu'il faut porter derrière. Et au vu de la blockchain actuelle du Bitcoin, est-ce que à l'achat se justifie vu les problèmes de la blockchain? Ça, c'est relatif, ça dépend de vous-même. Mais bon, moi personnellement, je pense que le Bitcoin, ça reste le Bitcoin, hein, c'est la première crypto-monnaie, c'est l'invention de la blockchain maintenant. Bon, c'est vrai que les preuves actuelles ne pourront pas rendre l'utilisation du Bitcoin viable dans le temps. Donc c'est un petit peu compliqué d'un point de vue fondamental de justifier un achat du Bitcoin même à 10 000 dollars. Vous voyez. Voilà.
Donc voilà. Et donc du coup, prise de bénéfice sur Bitcoin, Bitcoin Cash, l'Ethereum, voilà, on a un petit peu tout qui retrace. Le marché des crypto-monnaies a perdu 25% de ses capitalisations boursières en l'espace de 24 heures, ce qui représente 170 milliards. Maintenant, faut prendre ces informations avec un peu de recul, parce qu'on a une volatilité qui est quand même énorme sur les crypto-monnaies. Donc, faut comparer ce qui est comparable. 25% de perte sur le Bitcoin en l'espace d'une semaine, c'est pas 25% de perte sur le S&P, d'accord? Le Bitcoin peut très bien augmenter de 10% d'un jour. Donc voilà, c'est un petit peu relatif. Faut prendre tous ces chiffres avec des pincettes. Faut pas comparer la volatilité du S&P avec la volatilité du Bitcoin. C'est pas du tout comparable. Mais donc du coup, ce qu'on a sur les crypto-monnaies, on a tout simplement des prises de bénéfices, ce qui est un peu normal. Regardez, un simple site qu'on va regarder ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle CoinMarketCap. CoinMarketCap, on va regarder la capitalisation boursière et on va se mettre sur un an. Et vous voyez que sur un an, quand même, la capitalisation boursière, on était au début d'année, toutes les crypto-monnaies valaient ensemble 15 milliards. Et vous pouvez voir que au 21 décembre, ça valait 642. Donc juste rien qu'hier. Et depuis hier, ça retrace. Et c'est normal. C'est normal parce que on a des prises de bénéfices. Si on se met sur 3 mois, non, pardon, vous voyez que ici, en fait, on a des vagues, on a des impulsions. Donc on a de l'euphorie, 110, et ensuite prise de bénéfice pendant un mois. De l'euphorie, une prise de bénéfice pendant quelques semaines. Ensuite, encore une fois de l'euphorie. C'est comme ça, c'est le momentum. Que ce soit sur le S&P, peu importe, il y a des phases d'optimisme, des phases de consolidation. Moi, personnellement, je pense que le marché des crypto-monnaies est bien parti pour continuer à progresser. Donc oui, certes, il y a une prise de bénéfice qui est quand même assez importante et qui peut faire peur. Maintenant, au vu de la tendance, est-ce que c'est le moment de shorter le Bitcoin ou n'importe quelle autre crypto-monnaie au vu des tendances et de l'euphorie, ça me semble très 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 risqué. Voilà. Le 28, cela doit changer d'après François. Alors oui, le 28, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu sur le Bitcoin, on aura normalement un fork de Segwit 2X. Alors c'est une autre version de Segwit 2X, mais bon, normalement il devrait en avoir un qui pourrait résoudre, qui pourrait proposer une version du Bitcoin bien plus améliorée. Mais encore une fois, si on n'a pas de soutien de la part de la communauté sur ce fork du Bitcoin, le Bitcoin Core, le Bitcoin classique, celui-là qui cote actuellement, restera avec les mêmes problèmes. Donc voilà. Peut-être que oui, le 28, il y aura une solution qui sera adaptée et qui sera adoptée par la communauté. Mais bon, encore faut-il que la communauté adopte ce protocole. Ce qui, n'est pas encore le cas. En tout cas, j'ai pas vu les sondages, mais ça me semble peu probable pour le moment. Franck, il me dit, merci Valentin, et tête épaule validé ou pas assez propre, quelle stratégie si c'est validé? Alors Franck, alors ça, cette question, c'était sur, tac, 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 DXY. Alors je pense que c'est sur DXY que vous me posez cette question. Sur le DXY, alors l'épaule, tête, épaule, tête, épaule, je pense que c'est ce dont cela voulait parler. Donc pour ceux qui ne la voient pas, elle est juste ici. Épaule, la tête et l'épaule, qui est très bien faite, en effet. Donc la ligne de coup n'est pas encore validée. Par contre, si elle est validée, alors il y a deux différents objectifs qui peuvent être utilisés, soit la hauteur de l'épaule, ou soit il y a une théorie qui indique 75% de la hauteur de la tête. Donc 75%, je dirais de vue, hein, c'est comme cela. Mais en clair, ça donnerait au moins un objectif baissier, si on prend rien que la valeur de l'épaule, jusqu'à 90. Ce qui semble cohérent, c'est un seuil psychologique. Donc voilà, si on a qu'à sur la ligne de coup, le DXY pourrait revenir chercher les 90. Alors sur le Bitcoin, il y a plusieurs retracements. Compris. Bon, c'est bon. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais continuer. Hein. Je vous rappelle, c'est le dernier webinaire, donc profitez-en. Enfin, le dernier webinaire pour moi pour l'année 2017. Le WTI, bon, alors on a une légère tendance haussière. Je pense pas que qu'il y a des catalyseurs en cette fin d'année qui pourraient justifier des nouveaux breakouts, surtout sur WTI, étant donné que le WTI c'est sujet surtout au marché du pétrole américain, étant donné que c'est un baril américain. Je vous rappelle la situation aux États-Unis. La production américaine n'a jamais été aussi importante depuis l'existence de l'agence du département d'administration d'information de l'énergie, pardon.
Donc, on a une production de pétrole qui augmente, des puits de pétrole qui augmentent, les stocks, je les ai pas regardés, mais à mon avis, ils vont augmenter. Donc, euh, donc voilà, le brut. Disons que si je devais avoir une stratégie haussière sur le pétrole, ce serait d'ores et déjà sur le Brent. Parce que le Brent, il est moins sujet au marché américain, mais plus sur l'OPEP. Et l'OPEP, on sait qu'il y a du gel de la production, etc., etc. Gel de la production, on a une pipeline qui a eu un accident en mer du Nord il y a de cela 2 semaines. L'économie mondiale, comme vous savez, plus il y a de croissance dans le monde, plus la demande d'énergie est importante. Et l'énergie aujourd'hui, actuellement au XXIe siècle, l'énergie c'est le pétrole. Donc si on a une augmentation de la croissance, on a besoin de plus d'énergie et donc plus de pétrole. Et étant donné que le FMI, que ce soit le FMI, la Banque mondiale ou les différents pays anticipent une accélération de la croissance et revoient leurs prévisions de croissance à la hausse, ça laisse une marge de progression pour que le marché price encore du pétrole. Maintenant, en ce 22 décembre, est-ce qu'on aura, est-ce que nous aurons des catalyseurs qui permettront de justifier un breakout? Je ne pense pas. Donc, personnellement, moi, ce que je m'attends pour ces 2 prochaines semaines, c'est une consolidation dans ce niveau de prix. Voilà. Et ensuite, on aura une nouvelle qui permettra de casser les 65 dollars pour venir chercher les 70. Voilà. Mais je pense qu'une phase de respiration est nécessaire. On n'a pas réellement eu, comme vous pouvez le voir, on a eu ici une phase de consolidation, ici une petite phase. Vous voyez que ça a duré, alors à ce moment-là, ça avait duré un mois à peu près, un mois, un jour. Ici, ça avait duré un petit mois pareil. Voilà. Et là, on est sur une période de 2 mois à peu près. On va tabler à mon avis sur du 2 mois au minimum. Vous voyez, 7 janvier, reprise. Alors, c'est mon retour, 8 janvier, mais ça va être surtout la reprise des institutionnels. Donc, voilà, par là, vers le 8 janvier, ça devrait commencer à avoir, on devrait commencer à avoir un marché du pétrole qui va retrouver un petit peu de pêche, et peut-être même un breakout. Ce qui serait un signal haussier direction les 70. Par contre, le brut, encore une fois, voilà, au vu de la situation aux États-Unis, si je devais mettre des stratégies, si j'ai une opinion aussi sur le pétrole, mais je préfère l'avoir sur le Brent parce que la situation est beaucoup plus confortable à la hausse sur le Brent que sur le WTI. Pensez-vous que l'AUD va retracer de manière importante bientôt? Alors, non, Jean Marchand, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'AUD il est soutenu déjà par des statistiques macroéconomiques convenables, alors pas extraordinaires mais convenables, mais sinon il est surtout soutenu par la baisse du pétrole, la baisse du dollar américain qui fait monter le cours de l'or et donc également l'AUD. Surtout que la Chine a encore une fois annoncé qu'elle prévoyait un taux de croissance, il me semble légèrement supérieur à l'année 2016, en 2017. Et donc vous savez que le premier partenaire commercial de la Chine, enfin pas le premier, mais l'un des premiers partenaires commerciaux de la Chine, c'est l'Australie. L'Australie est un producteur de minerais, surtout d'or. Aujourd'hui, tout ce qui est informatique, tout ce qui est électronique a besoin d'or. Et donc, si on a une hausse de la croissance chinoise, on aura une hausse de la demande de minerais et donc une hausse du cours de l'or et donc du dollar australien. Donc voilà. Pour ce qui est de la Chine, accélération de la croissance, on a une production industrielle qui est quand même plutôt solide, soutenue par la politique monétaire ultra accommodante de la Banque de Chine. Je vous rappelle qu'elle a une politique, qu'elle dévalue sa monnaie, la Banque de Chine, pour justement soutenir cette croissance. Donc la UD, moi je pense qu'il y a encore une possibilité de hausse. Le cours de l'or est haussier, ce qui soutient la UD. Et comme vous pouvez le voir, l'or, il y a encore une marge de progression. Comme vous savez, moi je vise les 1300 sur l'horizon de quelques semaines. Et donc je pense que la UDN, il a clairement du potentiel pour venir chercher au moins 88, ça c'était l'objectif de hier. Mais je dirais même, pourquoi pas, revenir à ces sommets annuels aux alentours des 89, vous voyez, 89-90. Voilà, vers cette zone-là, ça me semble possible. Maintenant, il faudra faire preuve un petit peu de patience, je pense, parce que faut pas oublier qu'on est dans une période de fin d'année, et donc les volumes et la volatilité vont être assez faibles. Mais voilà, concrètement, je pense qu'il peut venir chercher ce niveau de prix à moyen terme. Bonjour, quelle est la meilleure configuration graphique pour investir en swing? Quel est le trade du jour? Alors en swing, il y a pas mal de choses, hein. Comme je vous dis, il y a le cours de l'or qui va être intéressant. Il va y avoir l'AUD yen, le CAD yen. Il va y avoir donc ça AUD yen, CAD yen, c'est à l'achat. USD CAD à la vente. L'euro dollar
à l'achat. Euh, ça va être du swing, ça va être des paires qui vont être particulièrement intéressantes. Le pétrole, personnellement, je pense qu'il va consolider. Euh, Sinon, les marchés européens vont également consolider entre les niveaux qu'on connaît depuis le mois de décembre, c'est-à-dire moyenne mobile à 200 jours et sur le CAC 5414, l'Eurostoxx entre la moyenne mobile à 200 jours et les 3615, le DAX entre les 13 000 et les 13 300, etc., etc. Pour les marchés américains, ça devrait être un petit peu pareil. On devrait avoir une petite, peut-être ça va continuer à progresser, mais très légèrement. Vous voyez que le Nasdaq est sous résistance, le Dow sous 25 000, le S&P sous 2007, alors qu'on est en période de Noël. Donc voilà, est-ce que la semaine prochaine on pourrait avoir un breakout? Possible, mais ça me semble, si on a un, honnêtement, ça va après consolider parce qu'on n'aura pas les volumes nécessaires. Peut-on voir GBP Yen, USD, etc. de la part de Catherine? Bien sûr, Catherine. Alors GBP USD, comme on l'a dit, tendance haussière. Voilà, tendance haussière, deux niveaux d'entrée intéressant pour passer à l'achat, ça va être la moyenne mobile à 50 jours aux alentours des 1,3278. C'est plus qu'un moyenne mobile à 50 jours, c'est la base de ce canal ascendant matérialisé en bleu, ou la moyenne mobile à 200 jours. Dans l'optique de payer le soft Brexit et la hausse des taux de la Banque d'Angleterre. Et pour ce qui est du GBP Yen, bien écoutez, le GBP Yen, c'est haussier, direction les 152,71. À terme, je pense qu'il y a un potentiel direction les 155, mais ça va être sur raison de plusieurs semaines, donc c'est à vous de voir. Meilleur trade du jour, Frédéric. Écoutez, du jour, j'en ai pas à vous donner pour être honnête avec vous. Hier, on avait l'œil des yens, le CAD yen. Je réitère ces scénarios-là. Et voilà, tout simplement. Bonjour, qu'en est-il du gaz naturel? Alors Nad, moi le gaz naturel, pour être tout à fait honnête, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus. C'est pour ça que je vais vous faire qu'une analyse technique. Je préfère pas vous dire de bêtises, hein. Donc voilà, le gaz, comme vous pouvez voir, il est sur un très bon niveau de support. Maintenant, les fondamentaux, honnêtement, je m'y connais pas assez, donc je vais pas vous dire je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, d'un point de vue technique, on est sur un niveau de support. On est sur un niveau de support en hebdomadaire également. Vous voyez que, regardez, je pense qu'on est sur, voilà, on est sur un niveau de support, on est dans un drapeau de momentum à peu près. Voilà, c'est à peu près cette configuration-là qu'on a. Voilà, d'un point de vue hebdomadaire, on est sur un niveau de prix, je dirais intéressant. Maintenant, encore une fois, les fondamentaux, moi je ne préfère pas vous dire de bêtises, donc voilà, ça va être compliqué de vous donner une analyse vraiment très perspicace sur ce gaz. Je suis désolé Nad, mais bon, ça va être comme ça. En tout cas, le cours est sous sa moyenne mobile à 250 jours, ce qui indique que le cours est dans une tendance plutôt baissière. Et voilà, si on a un breakout, si on a une clôture hebdomadaire en dessous des 26,22$, dans ce cas-là, ça sera un signal baissier direction 23,50. Ça, c'est ce que l'analyse technique nous montre. Et c'est sur cela que je vais m'arrêter pour le cours du gaz, parce que voilà, je ne m'y connais pas beaucoup plus. Alors, les dernières questions, je les attends. J'attends vos dernières questions. Sinon, sur quoi peut-on discuter en attendant que des dernières questions arrivent? Alors, je pense qu'on a fait un bon tour du marché ce matin. Zur GBP. Alors, Zur GBP, sur le Tsar à mon avis. Est-ce que c'est le Tsar que vous... GBP Tsar? Ah, Euro GBP, pardon. Alors, Euro GBP, moi, comme je l'ai dit, François, l'Euro GBP, on est dans un range. On est dans un range, donc l'analyse technique, ce qu'elle nous indique, c'est que tant que le cours est dans un range, eh bien, c'est de payer le support et de vendre la résistance. Voilà. Même si on peut avoir, selon vous et moi, des différences sur le point de vue fondamental, il y en a qui vont penser que c'est un soft Brexit, il y en a d'autres qui un hard. Ça, c'est relatif à soi-même, hein, c'est personnel. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que malgré ces négociations, malgré la BOE ou la BCE, ça fait quand même 3 mois que le cours est en range. Donc, voilà, difficile d'imaginer une cassure pour le moment, à part si on a un réel catalyseur. Mais pour ces 2 prochaines semaines, les marchés vont être en vacances, que ce soit au niveau de la BCE, de la BOE, des négociations du Brexit, tout est en stand-by. Donc voilà, là concrètement, l'euro GBP, il a un potentiel haussier d'un point de vue technique jusqu'à 0,8960. Et une fois qu'il atteindra 0,8960, il faudra s'intéresser aux positions vendeuses, direction le bas du range,
etc., etc., tant que le cours ne dépasse pas ce range d'un point de vue hebdomadaire. Si on a une clôture hebdomadaire au-dessus ou en dessous, ce sera l'arrêt de la stratégie de range trading et on pourra mettre en place des stratégies de tendance. Et ça sera tendance baissière ou haussière, tout va dépendre. Soit on reviendra sur ce niveau de prix là, ou soit on reviendra vers ce niveau de prix. Voilà. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas de cassure de ce range, vraiment d'un point de vue technique, et c'est sur le technique que ça devrait se jouer ces prochaines semaines, parce qu'encore une fois, on n'a pas que ce soit la BCE, la Fed ou peu importe, il y aura pas vraiment d'annonce. Donc, on peut pas s'attendre à des catalyseurs fondamentaux qui pourraient permettre des breakouts ces 2 prochaines semaines. L'USD-CHF de la part de Catherine. Alors l'USD-CHF, écoutez, moi l'USD-CHF, je suis plutôt assez neutre en ce moment. Je vous avoue que j'ai plutôt un avis haussier sur du moyen terme, sur du moyen long terme, direction les 1,02. Mais voilà, à court terme, honnêtement, j'ai du mal à y voir clair. On a le DXY qui est encore une fois qui est plutôt neutre. Dans le meilleur des cas, il sera neutre. Et le franc suisse, ça sera de même. Dans le meilleur des cas, il sera neutre. Parce qu'on a une inflation qui est quand même assez faible, 0,7 ou 0,8%, je ne me souviens plus, malgré un taux de chômage à 3,3%. Donc voilà, il faut vraiment beaucoup de croissance à la Suisse pour qu'elle augmente cette inflation. Et c'est à ce moment-là, dès que l'inflation va dépasser les 1% en Suisse, le franc suisse redeviendra une devise qu'on pourra acheter réellement. Mais tant que l'inflation elle est en dessous des 1%, ça va être assez compliqué de justifier un achat sur le franc suisse. Surtout qu'en ce moment, on a quoi par rapport au premier semestre 2018, on va avoir l'euro qui va être extrêmement intéressant parce qu'on a une fin de politique monétaire accommodante qui devrait avoir lieu au deuxième semestre. Donc le marché devrait commencer à pricer la fin de la politique monétaire accommodante de la BCE pendant le premier semestre. Et j'ai une question sur le JPY, mes prévisions pour 2018. Eh bien en fait, pour moi le JPY, c'est ce qu'on va se connaître sur l'euro. Ce qu'on a connu sur l'euro au premier semestre 2017, on connaîtra sur le yen au deuxième semestre 2018. Parce qu'au deuxième semestre 2018, on aura des statistiques quand même, si on regarde comparé à il y a un an, au Japon on a des statistiques macroéconomiques qui sont très très bonnes. Que ce soit la croissance qui est quand même très élevée, on a un taux de chômage qui est extrêmement bas et une inflation qui commence enfin à augmenter. Elle est à 0,8% alors qu'il y a un an elle était à 0%, elle était nulle. Donc on a une inflation quand même qui accélère, je dirais pas rapidement, mais quand même à un rythme modéré, à un rythme quand même soutenu, au vu en même temps de la politique monétaire de la Banque du Japon. Et donc plus ces statistiques macroéconomiques vont augmenter, et plus le JPY va progresser. D'ailleurs, si vous regardez le yen index depuis le début de l'année 2017, eh bien le yen index, c'est une devise qui était haussière. Allez, on va regarder ensemble. Le JPY, le yen ne s'est pas déprécié en 2017. Et pourtant, on a une inflation qui a augmenté. Regardez. Voilà, GXY. Bon, c'est seulement 4% à peu près, mais c'est pas une devise baissière. Vous la comparez au DXY, et là vous me direz pourquoi le DXY est baissier alors que la Fed a augmenté ses taux 3 fois en 2007. Oui, mais le marché avait déjà pricé ces hausses des taux. Je rappelle qu'en décembre 2016, sur les dot plots, on avait déjà ces 3 hausses des taux qui étaient imprimés sur ces communiqués. Donc on n'a pas eu de nouvelles, on n'a pas eu de catalyseur qui aurait pu justifier une nouvelle hausse du DXY. Par contre, sur le JPY, là on est sur une amélioration, tout comme l'euro, on est sur une amélioration des statistiques macroéconomiques, et donc le marché peu à peu paye du yen ou de l'euro étant donné qu'ils sont sous-évalués par rapport au dollar. Et le yen est encore plus sous-évalué que l'euro. D'accord? Donc voilà, pour moi le yen, ça pourrait être l'une des prochaines devises, ça pourrait être la prochaine devise après l'euro, qui fera un bull market. Mais maintenant, ça sera pas avant le deuxième semestre 2018 selon moi. Donc on a encore le temps. On a encore le temps d'en discuter, mais bon. Voilà, le yen, premier semestre 2018, on devrait connaître un petit peu la même chose que ce qu'on connaît depuis le début de l'année 2007, c'est-à-dire un peu un range, comme vous le voyez. Et à partir du deuxième semestre, là, on devrait, je pense, bon, c'est encore un peu tard, c'est quand même un horizon lointain, mais d'ici ces horizons-là, septembre 2018, on devrait commencer peut-être à avoir des petites hausses du yen au vu d'une spéculation quant à une fin de politique monétaire accommodante. Voilà un petit peu pour mon opinion sur le yen, Phil.
Bah voilà, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à vous pour votre attention. Vous allez publier cette séance sur YouTube. Merci, tout est bon et bonnes vacances. Eh bien oui, je vais publier sur YouTube, Ramsey. Ne vous inquiétez pas, je vais publier. Alors merci à vous pour votre attention, merci pour votre fidélité, merci. Je vous fais passer je vous fais un petit message. Merci pour votre fidélité en 2017, pour votre attention, votre audience. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouvera, mon webinaire débutera de nouveau le lundi 8 janvier 2018. 8 janvier 2018. En attendant, vous aurez des webinaires de Yoav Nizar. Le site sera à jour. Je vous invite à prendre connaissance des horaires de trading IG si vous tradez via IG, qui sont disponibles sur le site, parce qu'il y a des horaires adaptés pendant les vacances. Donc voilà, merci à vous. Voilà, je vous reçois beaucoup de messages. Merci à vous tous. Voilà, pour vos messages, ça fait très plaisir à les lire. Et écoutez, encore une fois, passez d'excellentes fêtes et rendez-vous dans 2 semaines.